Clairement, c'était un aventurier du sexe, obsédé par les femmes. Il se sentait en colère, coupable, étrange. Ils sont horrifiés car ils n'ont jamais vu une scène pareille. Si j'étais devant un jury, je n'aurais aucun problème à trouver des éléments à charge pour l'accusation. Vous savez, Bill, pour la première fois, je commence à détester cet homme, cet assassin. Vers la droite, là-bas, c'est Norton et la 39e. C'est là que le corps du Dahlia noir a été retrouvé. Je sais qui a tué le Dahlia noir. « 1947. Cela fait déjà 2 ans que les États-Unis sont sortis de la guerre comme la nation la plus puissante du monde. C'est Harry Truman, son président à l'époque, qui l'affirme. C'est l'Amérique triomphante du frigidaire, du Technicolor, des automobiles démesurées, du mur du son, des films noirs avec le couple Bogart-Bacall et du plan Marshall. Mais c'est aussi l'Amérique de l'argent facile, de la corruption de la police, notamment du LAPD, la police de Los Angeles. Un matin d'hiver 47, Elizabeth Short, 22 ans, starlette à la dérive, est retrouvée assassinée. Un journaliste va la surnommer le Dahlia noir à cause de sa chevelure couleur G. C'est l'un des crimes les plus abominables jamais commis en Amérique. Les journaux du pays tout entier suivent avec passion les soubresauts de l'enquête qui va mobiliser plus de 250 policiers. Des dizaines de suspects sont interrogés. Pourtant, on n'a jamais retrouvé le coupable de ce meurtre qui a effrayé et fait fantasmer l'Amérique. Dans son roman « Le Dahlia noir », James Ellroy tissait un impressionnant portrait du Hollywood des années 40 et imaginait la solution de ce crime. Aussi incroyable que fut la version d'Ellroy, elle allait être dépassée par la réalité. Je m'appelle Steve Odell, aujourd'hui à la retraite. Je suis un ancien du LAPD, département des homicides, où j'ai travaillé ici même à Hollywood pendant 24 ans. Ce soir, je vous emmène dans une incroyable aventure. Steve Odell entre au LAPD en 1963. Il fait d'abord 5 ans comme flic de patrouille dans les secteurs de Wilshire, Van Nuys et Hollywood. En 69, Steve Odell entre au bureau des inspecteurs. Il va atteindre la catégorie 3, la plus haute, en 83. Il termine chef des inspecteurs des homicides en 86. Durant sa brillante carrière au LAPD, Steve Odell suivra près de 300 dossiers de meurtre. Le lundi 17 mai 99, Steve Odell reçoit un appel. Il est 1h du matin. Il apprend que son père, le docteur George Odell, vient de mourir d'une crise cardiaque à San Francisco à l'âge de 92 ans. Se rendant sur place, il se remémore ce père qu'il a peu connu. Le jeune chroniqueur judiciaire, le chirurgien méticuleux, le psychiatre dominateur, enfin ce génie des affaires qui avait abandonné femme et enfants pour gagner l'Asie en 1950. Cet homme incroyable aux 4 vies successives, c'est George Hill Odell. À San Francisco, la veuve du Dr Odell, June, sa 4e femme, remet en souvenir à Steve Odell un album de photos ayant appartenu à son père. La vie de Steve Odell va basculer. J'ai regardé l'album. Je savais que je connaissais ce visage, mais je ne me souvenais pas où je l'avais vu. Une très jolie brune d'environ 22 ans. Je me suis retourné vers June, ma belle-mère, et je lui ai demandé « Pourquoi ce visage m'est-il tellement familier ?» Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas, que ça devait être quelqu'un que mon père avait connu il y a longtemps. J'ai bien réfléchi, j'ai cherché profondément dans ma mémoire, et le nom Dahlia noir est apparu. J'ai reconnu le visage en forme de diamant, les cheveux foncés, le front haut. Je l'ai comparé à d'autres photos d'elle à l'époque, et j'ai découvert que c'était bien Elizabeth Short, le Dahlia noir. C'était vraiment troublant.
Qu'est-ce qu'une photo d'Elizabeth Short faisait dans l'album de mon père? Afin de mieux comprendre cette histoire, cette enquête, il faut d'abord faire connaissance avec mon père, le docteur George Hill Odell. Mon père est né à Los Angeles en 1907. À l'âge de 7 ans, il était virtuose et donnait ses propres concertos de piano au Shrine Auditorium. Il est devenu chauffeur de taxi à Los Angeles en faisant croire qu'il avait 21 ans alors qu'il n'en avait que 16. Son QI était de 186, soit un point au-dessus d'Einstein. Il a eu son doctorat en médecine avec mention très bien. Il était un excellent chirurgien. Tout ça est très important pour bien comprendre l'affaire du Dahlia noir. Steve Odell nous affirme utiliser les empreintes de pensée. D'après lui, nos pensées nous relient à nos actes. Derrière chacune de nos pensées se cache un but, un mobile. Dans chacun de nos actes, nous laissons des traces de notre moi. Comme les empreintes digitales, ces traces sont identifiables. Steve Odell les appelle empreintes de pensée. Mais elles restent dépourvues de sens comme les pièces éparses d'un puzzle jusqu'à ce qu'on les regroupe pour avoir une image claire des faits. En 1945, le Dr Odell fait l'acquisition de la célèbre maison Sowden, construite par le fils du grand architecte Frank Lloyd Wright, dans Franklin Avenue, en plein cœur d'Hollywood. Cette étrange bâtisse classée monument historique compte parmi les plus inhabituelles par son architecture. Avec ses voûtes de pierre, ses longs couloirs, sa vaste cour, sa grande piscine dans son centre et ses pièces cachées, on dirait un décor tout droit sorti des films du Hollywood des années 30. Derrière ces hauts murs, c'est une forteresse impénétrable en plein cœur d'un des quartiers résidentiels de Los Angeles. Steve Odell y passera 5 années de sa vie d'enfant. Cette maison incroyable que tout le monde appelait la Franklin House fut pour lui un véritable repère des 1001 nuits. Pour d'autres, ce fut la maison de l'horreur. En relisant les journaux de l'époque et en se remémorant son enfance, les empreintes de pensée accusant son père vont surgir par dizaines à l'esprit de Steve Odell. Clairement, c'était un aventurier du obsédé par les femmes. Il faut comprendre que mon père était un sadique. Man Ray, John Huston, George Odell, ils étaient tous sadiques et ils vénéraient l'œuvre du marquis de Sade. Ils pensaient que les femmes existaient seulement pour leur plaisir et ils les traitaient comme telles. Nous savons qu'il faisait des orgies avec Man Ray et John Huston. Ils utilisaient les femmes comme des objets. À ce trio maléfique, il convient d'ajouter le sculpteur Fred Sexton, copain de lycée de John Huston, qui lui commanda la statuette du faucon maltais. Tamar, ma demi-sœur, a fait une fugue à 14 ans. Elle s'est fait arrêter par la police et elle a révélé qu'elle avait eu des relations avec son père. Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais on m'avait retiré mes vêtements et Fred Sexton essayait d'avoir des rapports sexuels avec moi. Mon père était fou de rage et il a jeté Fred hors de la chambre. J'étais sous le choc. Je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est passé. Comme si ma conscience avait quitté mon corps pour un moment. Mais mon père a eu un rapport avec moi. Il se sentait en colère, coupable, étrange. Ensuite, j'ai quitté la chambre. Il était environ 5 heures du matin. Ça ne s'est jamais produit à nouveau. Et je suis tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et mon père s'est chargé de la faire avorter. Il a tout arrangé. Quelques heures plus tard, quelqu'un frappe à la porte. C'était le LAPD qui arrêtait mon père pour inceste. Ça a fait la une de tous les journaux, et bien sûr mon père a eu le meilleur avocat de la ville, Jerry Gisler, qui était la star du barreau à l'époque. Le procès a duré 3 semaines et mon père a été acquitté. La raison est simple. Ils ont produit 12 témoins qui ont juré qu'il ne fallait pas croire Tamar. Ils affirmaient que la victime était une affabulatrice et qu'elle délirait.
Le jury a cru cette version. Mon père a immédiatement quitté le pays, d'abord pour Hawaï et ensuite l'Asie pour 40 ans. Plus tard, on allait découvrir que les vraies raisons de son départ étaient beaucoup plus sombres. Tout était lié à l'affaire du Dahlia noir. Le viol de sa demi-sœur, ce fait divers sordide, devait contribuer à mettre Steve Odell sur les traces de la véritable personnalité de son père. Elizabeth Short. Elle est née le 29 juillet 1924. Fille de la côte Est, elle vient en Californie pour chercher l'amour. Elle va y trouver la mort. En 1943, elle décroche un emploi sur une base militaire. Elizabeth tombe amoureuse d'un pilote des Flying Tigers avec qui elle projette de se marier, mais ce dernier se tue en mission. Après un aller-retour dans le Massachusetts, on la retrouve en 1946 à Hollywood où elle connaît plusieurs mois d'une vie dissolue. Le jour se lève le 15 janvier 1947. Une limousine traverse Los Angeles en direction de Norton et de la 39e. L'assassin va se débarrasser du corps de sa victime, Elizabeth Short. Nous sommes à Leimert Park à Los Angeles, à 11 km au sud d'Hollywood, dont vous pouvez voir l'enseigne là-bas au loin. Un matin très froid, le 15 janvier 1947, une jeune femme se promène avec sa fille de 3 ans sur le trottoir ici. Le reste n'est qu'un terrain vague. En regardant dans cette direction, elle voit quelque chose d'effrayant. Un corps nu, mutilé, allongé, les bras au-dessus de la tête, comme ça. Elle découvre que c'est une femme. Alors elle court un peu plus loin et frappe chez quelqu'un pour appeler la police. Celle-ci arrive sur place. Ils trouvent le corps de cette femme et ils sont horrifiés car ils n'ont jamais vu une scène pareille. Une femme brutalisée, torturée, coupée en deux. À cet instant, l'enquête commence. 1 heure auparavant, des témoins un peu plus au nord disent avoir vu une voiture noire qu'ils décrivent comme une berline Sedan 1936 ou 1937, probablement une Ford, mais ils ne sont pas sûrs de la marque. La voiture était arrêtée ici où le corps a été retrouvé, et 3 minutes plus tard, elle se dirigeait vers le nord. À environ 5 km au nord, juste à la moitié du chemin entre ici et notre maison, la Franklin House, on a retrouvé le sac et les chaussures de la victime. Donc, la voiture s'est arrêtée. L'assassin a laissé des preuves en évidence et s'est enfui. À cette époque, mon père possédait une Packard 1936, un modèle très similaire à la Ford. Donc tout colle, même en ce qui concerne la voiture. Elizabeth Short n'a pas été tuée là où on a retrouvé son corps. Je pense qu'elle a été assassinée dans une baignoire, probablement à la Franklin House, car il ne restait plus de sang dans son corps. Les spécialistes du FBI avaient examiné la dépouille et ils avaient dit que c'était impossible que quelqu'un d'autre qu'un chirurgien ait pu découper son corps. La dissection était très propre. La personne qui a fait ça est, je crois, le docteur Odell, car c'était un chirurgien très réputé quand il était à l'école de médecine. Et on faisait souvent appel à lui pour des opérations chirurgicales délicates. La scène du crime montre le travail d'un sadique. Mon père a déposé soigneusement le corps d'Elizabeth Short à cet endroit, avec les bras au-dessus de sa tête. Le corps a été sectionné en deux au niveau de la taille, afin de reproduire une des œuvres les plus connues de Man Ray, le Minotaure, le tronc d'une femme qui posait pour la photo.
Figure du surréalisme, Man Ray se met à l'âge de 20 ans au dessin et à la peinture. De 1945 à 1949, Man Ray est de toutes les soirées à la Southern House, ces fêtes pendant lesquelles on trouve à profusion cocktails, filles faciles et cocaïne. L'influence de Man Ray sur George Odell est incontestable, car malgré toutes ses réussites professionnelles, au fond de lui-même, George Odell rêvait d'être un artiste. Son corps a été déposé de cette manière pour une raison précise. Et je n'ai jamais entendu une meilleure explication que celle de Steve au sujet de l'amitié que son père entretenait avec Man Ray. Il y a une autre photo connue de Man Ray, Les Amoureux, où une bouche est suspendue au-dessus de l'horizon. Mon père, en fait, a soigneusement découpé la bouche d'Elizabeth Short, des commissures jusqu'aux oreilles, comme pour reproduire cette fameuse photo. Oui, je pense que c'est vrai. Le docteur Odell a voulu impressionner Man Ray en tuant Elizabeth Short et en déposant son corps ainsi, afin de ressembler à deux de ses œuvres. Oui, je crois que c'est vrai. Il y a des choses intéressantes dans le passé du docteur Odell. La mère de Steve disait qu'il avait une attirance incroyable pour le sang. On sait également qu'il avait dit à une de ses maîtresses qu'à chaque fois qu'il fumait elle devait l'enfermer dans la salle de bain, car il pouvait faire des choses horribles. Le docteur Odell adorait la publicité. Il aimait le fait qu'il y ait des gros titres dans la presse autour de l'affaire du Dahlia noir. Mais après quelques semaines, les articles sont devenus plus rares. Alors, il a appelé le rédacteur en chef, M. Richardson. Il a dit qu'il pourrait lui donner un coup de main puisque le journal manquait d'informations. M. Richardson a reçu un paquet avec l'extrait de naissance d'Elizabeth Short, sa carte d'assuré social, sa carte d'identité et un carnet d'adresse avec 75 noms dedans. Il y avait une page arrachée pourtant. Après le meurtre, le docteur Odell a commencé à envoyer des cartes postales et des lettres anonymes à des journaux comme le Los Angeles Examiner ou Los Angeles Herald Express. Ça ressemblait à des manchettes, à des gros titres. Un professionnel de la presse aurait pu les écrire. Steve Odell a fait quelque chose de très intelligent en engageant Anna McFarland, une experte en graphologie, une personne qui ne savait rien de l'affaire. Il ne lui a jamais révélé qu'il s'agissait de l'affaire du Dahlia noir, ni que son père était le principal suspect. Cette personne a comparé des notes de mon père avec celles envoyées à la presse. Et le plus intéressant, c'est que des expertises graphologiques avaient été réalisées par deux autres experts de renom international en 1947. Ils ont découvert le même profil que les experts d'aujourd'hui. Un être très intelligent, sournois, qui se faisait passer pour un ignorant, mais qui était en fait quelqu'un d'extrêmement brillant. Quelqu'un de familier comme un enfant qui connaît l'écriture de son père ou un expert en graphologie est capable de percer cet artifice. L'experte a affirmé que 4 ou 5 de ces lettres anonymes avaient été écrites par la même personne, c'est-à-dire George Odell. Aucun autre expert en graphologie n'a déclaré que ces notes n'ont pas été écrites par George Odell. Ça fait 3 ans déjà, et personne n'a démenti ces faits. Beaucoup de pièces à conviction ont la même valeur juridique qu'elles avaient il y a 50 ans. Contrairement à ce qu'affirme Steve Odell, un certain nombre d'experts ne partagent pas ces conclusions graphologiques. Fin mars 1950, le docteur George Odell abandonne Situation femmes et enfants et quitte l'Amérique pour Hawaï, puis l'Asie. Il y bourlingue avant de se fixer à Manille, aux Philippines. Il ne devait plus remettre les pieds aux États-Unis pendant près d'un demi-siècle. Je pense que le docteur Odell a quitté le pays parce qu'il craignait le bureau du district attorney, du procureur. Nous savons maintenant qu'il était le suspect numéro 1 dans l'affaire du Dahlia noir. Le bureau du district attorney avait placé la Franklin House sous surveillance et l'avait mis sur écoute.
En fait, la police était sur le point de l'arrêter pour ce crime. Rappelez-vous que le docteur Odell pensait que son téléphone était mis sur écoute, alors il faisait très attention quand il parlait dans le combiné. Mais il ne pouvait pas imaginer que la police avait caché des micros dans les murs et que toute sa maison était sur écoute. Le docteur Odell a déclaré une chose incroyable à un ami allemand. Ce n'était pas au téléphone. L'Allemand était présent dans une chambre chez M. Odell. Ce dernier a dit « Supposons que j'ai tué le dahlia noir. Ils ne peuvent plus le prouver maintenant. Ils ne peuvent plus parler à ma secrétaire puisqu'elle est morte. Est-ce que vous pouvez imaginer un innocent faisant une déclaration pareille? Cette déclaration est celle d'un coupable. » Dans un autre enregistrement, on entend une femme crier. On lui arrache le téléphone puisqu'elle a essayé d'appeler la police et en raccroche. Quelques minutes plus tard, elle est en train de crier et ensuite on entend des bruits de quelqu'un qui creuse un trou. Il ne faut pas être un génie pour comprendre qu'il se passait quelque chose de diabolique dans cette cave. La police est en train de faire des enregistrements avec un micro dissimulé dans le mur de la Franklin House. Une personne qui vient voir mon père lui dit de s'échapper. Il s'en va juste comme ça, il disparaît. Personne ne sait où il se trouve. Il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait être en Asie, ou peut-être au Mexique. Alors, la police enlève tous les micros, et les ordres sont clairs. L'affaire est close. Du haut en bas de l'échelle administrative, un seul mot règne sur le Los Angeles d'après-guerre, corruption. Il demeure beaucoup de questions comme « Pourquoi le docteur Odell n'a-t-il pas été arrêté ?» Mon père était le responsable du département de santé du comté de Los Angeles, en charge du contrôle des maladies vénériennes. Il soignait donc toutes les hautes personnalités, ainsi que des membres du LAPD. Il avait beaucoup de relations et bien sûr, il connaissait des choses très délicates et il avait des dossiers sur des gens importants. En plus, il y avait un réseau d'avortements et les policiers du LAPD recevaient d'importantes sommes d'argent des docteurs qui voulaient protéger leur clinique. Les médecins étaient prêts à payer 500 à 1000 $ par mois pour être tranquilles, pour éviter une arrestation. À cette époque, l'avortement était un délit et ces médecins risquaient la prison fédérale. Bien sûr, mon père était au courant de tout ça. Le réseau clandestin d'avortement est une des clés pour comprendre cette affaire. C'est ce qui a donné au Dr Odell du pouvoir et des relations avec des flics importants, des politiciens influents. Et ça explique pourquoi ils ne l'ont pas arrêté quand ils ont su qu'il était l'assassin. Le Dr Odell avait trop d'informations sur leurs femmes, leurs maîtresses, les avortements secrets et toutes les pratiques sexuelles sordides qui se passaient ici. Le Dr Odell facilitait leur vie débauchée. C'est l'une des raisons pour laquelle ils n'ont pas essayé de le faire revenir d'Asie. Mon père a quitté le pays et il n'était pas sûr de le retrouver. Et même s'il l'avait capturé, il aurait certainement ruiné la réputation du LAPD à cette époque. Les années 40 étaient très différentes d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de corruption dans la police, comme dans l'administration de la ville. Vous devez comprendre qu'à cette époque, comme dans LA Confidential de James Ellroy, la moitié du personnel du LAPD était corrompu. Il couvrait des meurtres, des cambriolages, il recevait des bakchiches. Il y avait des connexions politiques. Il faut prendre tout ça en compte pour bien se replonger dans le contexte. Une fois encore, la réalité dépasse la fiction et la plume de James Ellroy semble planer sur cette terrifiante affaire. Comme dans son roman L.A. Confidential, le LAPD d'après-guerre est totalement corrompu. La lutte entre les deux candidats au poste de chef de la police, Thad Brown et William Parker, les empêche de reconnaître publiquement que certains inspecteurs protègent, moyennant pot de vin,
un réseau d'avorteurs et que, pire encore, ils ont étouffé le meurtre le plus horrible jamais commis à Los Angeles. C'était un Fred Aliagate. La raison est simple. Le LAPD était dans les mains du chef Parker et du chef Sad Brown. Alors leurs détectives ont obéi aux ordres. Je pense qu'ils ont dissimulé des preuves et qu'aujourd'hui encore, c'est la raison pour laquelle le LAPD a du mal à parler de l'affaire. Admettre ce que le docteur Odell a fait, c'est reconnaître la dissimulation commise par le chef Parker et Thad Brown en 1950. C'est dur pour eux d'avaler tout ça. Comme mon père était en fuite, le LAPD a bien réfléchi et décidé de clore le dossier pour le bien du département, pour le bien de la ville, pour le bien de Los Angeles. Ils ont pris la décision de se préserver et aussi de préserver la police. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le LAPD couvrait des scandales, était coupable de corruption, faisait disparaître des preuves. Un scandale de plus et tout le département tombait. Une seule solution, étouffer l'affaire. Les ordres commencent à pleuvoir. Toutes les archives concernant le Dahlia noir doivent être dissimulées ou détruites. Des échantillons sur lesquels on aurait pu faire des tests ADN ont disparu. Et même les empreintes digitales du docteur Odell, datant de son accusation sur sa fille Tamar. Il n'y a plus d'empreintes digitales à comparer avec celles qui ont été trouvées sur la scène du crime. La police est incapable d'admettre que le cas est résolu. Il y a trop de conséquences. Au fil du temps, ils ont fait disparaître les preuves, car ils avaient peur qu'un jour quelqu'un rouvre le dossier. Et Steve Odell l'a fait. La police ne savait pas que ce serait lui, mais il y avait toujours cette possibilité, ce risque. C'est vraiment choquant que tous les éléments ayant trait à ce crime soient perdus. Cette affaire est quand même le meurtre irrésolu le plus connu jamais perpétré à Los Angeles. Que quelqu'un disparaisse avec toutes les preuves concernant un crime est tout simplement inacceptable. Maintenant, on sait que toutes les preuves du coroner ont elles aussi disparu. On peut peut-être dire que je suis paranoïaque en parlant de conspiration, mais je pense que ça fait vraiment trop de coïncidences. Ça peut paraître choquant, mais des flics peuvent faire ça occasionnellement. Pas toujours, la plupart des flics sont de bons flics, mais dans cette affaire, leur loyauté envers leur corps d'origine a supplanté la nécessaire recherche de la vérité. Selon Steve Odell, en faisant délibérément d'obstacles à la justice, les deux personnages les plus haut placés de la police de Los Angeles sont directement responsables. Ils ont laissé courir un assassin psychopathe dans la nature. Tout ça a été confirmé officiellement après la sortie de mon livre en avril 2003. La presse a demandé des réponses et tout ce que le LAPD a trouvé à dire, c'est que tous les éléments, tous les courriers envoyés par le meurtrier, toutes les preuves qui étaient enfermées dans le coffre, tout avait disparu. Il n'avait pas de réponse du comment et pourquoi. Tout s'est envolé. En fait, il n'y a plus rien. Plus d'archives secrètes, plus d'enregistrements. Même le rapport du coroner a disparu. Le plus incroyable, c'est que les interviews et les enregistrements concernant des gens liés à mon père se sont également volatilisés. Et ils n'ont aucune explication pour ça. Le LAPD n'a jamais reconnu l'existence de ces enregistrements avant la sortie du livre de Steve Odell. Ensuite, des journalistes du Los Angeles Times se sont rendus chez le procureur. Ils étaient présents quand on a ouvert le coffre-fort du district attorney et ils ont retrouvé certaines archives concernant le Dahlia noir qui était là, enfermé depuis 50 ans. Quand ils ont ouvert le coffre, une photo de mon père, George Odell, est tombée. Il y avait plus de 1000 pages de documents. Ce qu'on a trouvé, c'était l'incroyable confirmation de la véritable personnalité de George Odell et que c'était bien lui le suspect numéro 1 dans l'affaire du Dahlia noir pendant la période février-mars 1950, juste avant qu'il ne quitte le pays. Ici, nous avons une phrase tirée d'une discussion entre Sad Brown et le comédien Jack Webb, qui jouait le rôle du sergent Joe Friday dans la série télé Dragnet. Dans cette conversation, Sad Brown dit à Jack Webb que l'affaire du Dahlia noir est résolue et que le suspect est un médecin qui vit à Hollywood, dans Franklin Avenue.
Je crois que Sad Brown avait trop envie d'être sur cette photo. Nous sommes sûrs qu'il savait que George Odell était le meurtrier du Dahlia noir. L'ironie du sort a fait que le fils du meurtrier s'est retrouvé par hasard dans son propre service. Et Sad Brown n'a pas pu résister. Il s'est débrouillé pour se faire prendre en photo avec lui. 50 ans plus tard, nous avons aujourd'hui la preuve que Steve Odell n'était pas en train de chercher au hasard dans le noir. Ce n'est pas un homme qui cherche des choses pour se venger de son père. Tout a été confirmé. Ils ont mis Franklin House sur écoute pendant 40 jours. Ils avaient 18 détectives, 7 jours sur 7, qui surveillaient la maison. Ils étaient sur le point de l'arrêter quand il s'est échappé à la fin mars 1950. À 84 ans, en 1991, le docteur George Odell rentre aux États-Unis après une absence de près de 40 ans. S'installant à San Francisco avec sa 4e et dernière épouse, June, il n'en bougera plus jusqu'à sa mort le 17 mai 1999. À l'époque, quand il est rentré aux États-Unis pour vivre à San Francisco, plus personne ne s'occupait de l'affaire du Dahlia noir. En tout cas, personne du LAPD. L'enquêteur de l'époque, Brian Carr, ne connaissait même pas le nom du docteur George Odell quand Steve Odell lui en a parlé. Or, nous savons que toutes les informations ont été transmises par le bureau du District Attorney au LAPD quand le District Attorney a été déchargé de l'enquête à l'époque. Tout ça aurait dû être conservé au LAPD, mais Steve pense qu'ils ont détruit les dossiers. Bien sûr, le temps a passé et les enquêteurs ont cessé de s'y intéresser. Les anciens enquêteurs sont tous partis à la retraite, et notamment Harry Hansen, qui a longtemps été le détective en charge du dossier et qui a pris sa retraite au début des années 70. Depuis ce temps-là, aucun progrès n'a été fait concernant l'affaire, jusqu'à ce que Steve Odell découvre l'album photo de son père. Après-guerre, le terme de serial killer n'existe pas encore, et les procédures d'enquête de la police ne prévoient pas le recoupement des méthodes des tueurs en série. Et pourtant, le 10 février 1947, quelques semaines après l'assassinat du Dahlia noir, on découvre le corps nu de Jean French. Elle a été rouée de coups, le corps lacéré et jeté sur un terrain vague. L'assassin a écrit des obscénités sur son torse avec du rouge à lèvres. La veille de sa mort, un témoin dira l'avoir vu dîner avec un homme aux cheveux noirs portant une petite moustache. Elizabeth Short a trouvé la mort le 15 janvier 1947 et moins d'un mois plus tard, le 10 février 1947, Jean French a été tuée. Toutes les deux avaient le visage coupé horizontalement, au niveau de la bouche, et dans le cas de Jean French, ouvert presque jusqu'aux oreilles. Sur le corps de Jean French, l'assassin avait écrit, avec du rouge à lèvres, pardonnez mon langage, mais c'est ce qu'il avait écrit, Q, B.D. BD ne pouvait être que les initiales de Black Dahlia. C'est évident que le docteur Odell haïssait terriblement Elizabeth Short, vu la torture qu'il lui a fait subir. Il n'y a aucune raison logique pour expliquer ce type de meurtre. Je pense qu'elle est tombée dans un piège, comme ça. Je ne sais pas pourquoi. En tuant Jean French, il exprimait encore toute sa haine envers Elizabeth Short. Je crois qu'Elizabeth Short l'a repoussé et le docteur n'était pas le genre d'homme à accepter un non comme réponse. Selon Steve Odell, le passé du Dr Odell, ses déviances sexuelles et le groupe d'amis avec lequel il partageait une fascination artistique pour tout ce qui est perversion sadique éclairent sa véritable personnalité. Or, un délinquant sexuel capable d'infliger de telles violences ne saurait se contenter d'un seul assassinat. Pour Steve Odell, les meurtres de ce type sont bien ceux d'un tueur en série. D'autres meurtres de femmes
non élucidés à Los Angeles entre 1943 et 1950 pourraient être liés. Modus operandi similaire, effort délibéré du LAPD à ne voir aucun lien entre ces meurtres, cadavres retrouvés dans les mêmes zones géographiques. Si je crois à la possibilité que George Odell soit un serial killer, bien sûr. Je suis convaincu que le docteur Odell a non seulement tué le Dahlia noir, mais également 10 autres femmes au moins. Jeunes, célibataires, séduisantes. Je pense que Steve a prouvé au moins 8 de ces crimes. Je suis sûr que 10 autres meurtres, peut-être même 20 autres, pourraient être prouvés s'il poursuivait son enquête. Si j'étais devant un jury, je n'aurais aucun problème à trouver des éléments à charge pour l'accusation. Je crois que j'obtiendrai gain de cause dans les deux cas. À propos des autres meurtres que Steve dévoile, il soupçonne des choses et on peut peut-être dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je sais qu'il croit vraiment que son père a tué d'autres femmes, mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu suffisamment de preuves pour vraiment l'accuser. Pour moi, le fait d'accuser quelqu'un est quelque chose de très grave, et j'ai besoin d'être certain d'avoir toutes les preuves nécessaires pour le faire. Tous les meurtres ont pris fin quand il est parti en 1950. Avant ça, entre 1943 et 1950, il y a eu 12 meurtres dans un rayon géographique très limité, entre Hollywood et le centre-ville, dans les environs proches du cabinet de mon père et autour de notre maison. Dans un rayon de 16 km, il y a eu 12 assassinats, et tout s'est arrêté après son départ. Les meurtres ne se sont pas arrêtés parce que le docteur Odell est parti. Mais le genre de meurtre sadique commis par le docteur Odell sur Elizabeth Short et Jean French ne se sont pas reproduits. Il y a eu beaucoup de jeunes filles qui ont été tuées pendant cette période. Malheureusement, il y a toujours eu beaucoup de meurtres à Los Angeles. Dans la nouvelle édition de son livre, Steve Odell dit apporter de nouvelles preuves à la culpabilité de son père. Cette démonstration est-elle vraiment probante? Mystère. Cette femme est sans aucun doute possible Elizabeth Short. Plusieurs personnes ont affirmé que ce n'était pas elle, mais elles se sont trompées. Mon ami James Ellroy ne croit pas que c'est la même femme, mais il dit que ça n'a pas vraiment d'importance, que ça m'a permis de commencer cette enquête. Voilà l'une des preuves les plus troublantes que j'ai pu découvrir. Grâce au zoom sur la partie supérieure du torse, nous voyons un objet là où il y a la flèche, et il me semble que c'est une montre-bracelet d'homme. Cette deuxième photo a été prise quelques heures plus tard dans le bureau du coroner. Et quand on regarde au même endroit que sur la première photo, l'objet n'est plus là. Nulle part, il n'est fait mention de cette montre-bracelet. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est que Man Ray, lors de ses entretiens avec Gertrude Stein, l'une de ses amies proches, disait qu'on devrait toujours inclure le temps dans ses compositions. Je pense que mon père a mis cette montre, ce morceau de temps, dans le torse d'Elizabeth Short, afin de créer une composition surréaliste. À l'époque, en 1947, une montre-bracelet d'homme a été trouvée sur les lieux du crime. Une semaine plus tard, le 21 janvier 1947, ils ont envoyé des agents sur les lieux et ils ont trouvé une montre-bracelet modèle militaire, encore non identifiée. Nous avons donc bien la confirmation qu'une montre-bracelet d'homme a été trouvée sur la scène du crime. Mais encore une fois, aucun rapport officiel ne mentionne ce fait. Heureusement, nous avons Steve Odell qui était non seulement un bon enquêteur du temps où il était au LAPD, mais qui a été l'un des meilleurs inspecteurs puisqu'il a travaillé sur plus de 300 cas de meurtre. J'ai collaboré avec lui et je connais la qualité de son travail. S'il était sur une affaire et qu'il n'avait pas suffisamment de preuves, il vous le dirait tout de suite. Nous sommes devant un homme qui a résolu plus de 200 homicides. Ce n'est pas un type comme ça en train de nous dire « Oui, je pense que mon père est l'assassin ». En vérité, Steve aimait et respectait son père.
Il ne se doutait pas que son père avait ce côté obscur, terrible. C'est incroyable que le destin puisse faire une chose pareille. Il met en présence l'un des meurtriers les plus sanguinaires de toute l'histoire de Los Angeles et son fils, qui s'avère être un inspecteur des homicides, qui après sa retraite prouve que son père est le meurtrier du Dahlia noir. Je n'ai aucun doute sur le fait que le docteur Odell ait tué successivement Elizabeth Short et Jean French. S'il était vivant aujourd'hui, ainsi que les témoins, je n'aurais aucun problème à le poursuivre pour ces 2 meurtres. Si j'attaquais George Odell en justice, je réussirais à le faire condamner. Là-bas, en face, avec les lumières, c'est El Monte. Pas vraiment le coin le plus chic de la ville. C'est là que James Ellroy a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est aussi là-bas que sa mère a été retrouvée sauvagement assassinée le samedi 21 juin 1958. Elle a été étranglée. Le 22 juin 58, au petit matin, un tapis de lierre au bord d'une rue déserte, près d'un terrain de sport d'El Monte, quartier minable et crasseux de Los Angeles. Le corps de Geneva Hilliker Ellroy est retrouvé abandonné. Elle a été étranglée. C'est la mère de James Ellroy. Le meurtre ne sera jamais élucidé. C'est une belle rouquine divorcée ayant la garde de son petit garçon. Elle cherchait pour lui la sécurité tout en aimant les hommes, l'alcool et les bars. L'événement marquera à jamais James. À l'époque, il n'a que 10 ans. Bill Stoner, ancien détective au bureau du shérif de Los Angeles, a traité plus de 200 affaires. Au moment de prendre sa retraite, il ne sait pas encore qu'il sera amené à rouvrir le dossier Geneva Hilliker Ellroy. Bureau du shérif, section homicide. Je suis le détective Bill Stoner et j'aimerais savoir où vous étiez la nuit du 15 juin 1958. Je sais que vous sortiez avec une femme nommée Geneva Ellroy. Tout a commencé en 1994. J'étais sur le point de prendre ma retraite du bureau du shérif où j'avais passé 32 ans, dont 15 ans en tant qu'inspecteur des homicides. Les 7 dernières années, j'avais été responsable de la section des crimes non résolus. 3 ou 4 semaines à peu près avant ma retraite, j'ai reçu un coup de fil de James Ellroy. Je ne savais pas qui il était. Je n'avais jamais entendu parler de lui. En tant qu'inspecteur des homicides, je n'ai pas l'habitude de lire des polars. Je suis suffisamment là-dedans dans mon travail, alors je ne vais pas vivre ça le soir chez moi en plus. James Ellroy, figure emblématique du roman noir américain, poursuit dans son œuvre 2 ombres. Celle de sa mère, Geneva Hilliker Ellroy, et celle d'Elizabeth Short, l'héroïne de son livre Le Dahlia noir. Elizabeth Short a été à la fois la muse et l'ange noir de son œuvre. Dans l'esprit de James Ellroy, âgé de 10 ans lorsque sa mère disparaît, les 2 énigmes, la mort de sa mère et le Dahlia noir, se superposent, se mélangent, se confondent l'une avec l'autre. Il m'a expliqué qui il était et que sa mère avait été assassinée en 1958 dans la ville d'El Monte. L'affaire avait été traitée par mon service, le bureau du shérif, et n'avait pas été résolue. Il était en train d'écrire un article pour un magazine à propos du meurtre de sa mère et la façon dont ça avait affecté sa vie. Il voulait venir au bureau afin de regarder son dossier. Normalement, nous n'autorisons pas les gens à fouiller dans les archives des crimes non résolus, car ces affaires sont toujours ouvertes et il y a des informations que nous ne voulons pas voir publiées dans les journaux. Je lui ai répondu que j'allais jeter un coup d'œil dans les archives et que je l'appellerais. Et je l'ai fait. Il n'y avait rien dans les archives auxquelles il ne puisse avoir accès. Il était le fils de la victime et n'avait rien su sur cet homicide pendant toutes ces années. Il voulait m'embaucher pour enquêter à nouveau sur cette affaire et me suivre. D'abord, il m'a dit que tout ça ne devrait prendre que quelques mois, mais je lui ai répondu qu'il faudrait compter au moins 1 an. J'ai accepté tout en le prévenant qu'on allait sûrement rencontrer des difficultés.
La probabilité de résoudre cette affaire était très limitée. Il a dit qu'il avait besoin de vivre tout ça et qu'on pourrait le faire ensemble. Un mois après avoir démarré l'enquête, je l'ai prévenu que j'avais contacté un responsable et qu'ils avaient encore les éléments matériels concernant le meurtre de sa mère dans l'entrepôt, où on garde toutes les preuves des crimes non résolus. Je crois que James Ellroy n'était pas préparé à ce qu'il allait voir. Nous étions assis dans cette salle et ils ont apporté un gros paquet. Nous l'avons ouvert soigneusement et la première chose qui est apparue, c'est la robe que sa mère portait. James m'a regardé et il m'a dit qu'il se rappelait très bien de cette robe. Il était très ému à ce moment-là. Il était au bord des larmes, visiblement très secoué par ce qu'il découvrait. L'autre objet ensuite a été la corde utilisée pour étrangler sa mère. James l'a prise dans ses mains et il est devenu très silencieux. Après avoir regardé les différentes preuves, nous avons quitté le bâtiment. Sur le parking, chacun a pris sa voiture, car il m'a dit avoir besoin de rester seul. Et il est parti à son hôtel. Plus tard, il m'a avoué avoir passé une nuit très difficile. J'ai commencé à voir un changement chez James. Quand nous avions commencé l'enquête, il parlait durement de sa mère. Je pense que le moment où j'ai senti véritablement qu'il changeait, c'est quand nous étions dans le Wisconsin pour poser des questions à la famille de sa mère et quelques-uns de ses cousins. Ils lui ont donné des photos de sa mère jeune. Il y avait une photo d'elle portant une veste d'équitation, assise sur une palissade. Une très belle photo. Il regardait ces clichés et soudain il m'a dit « Vous savez, Bill, pour la première fois, je commence à détester cet homme, cet assassin. » Différents témoignages parlent d'un homme accompagnant Ginevra Hilliker-Ellroy dans ses dernières heures. D'origine italienne ou grecque, 35-40 ans, visage mince, peau foncée, cheveux noirs dégagés sur les tempes et ramenés en arrière, des caractéristiques rappelant étrangement Fred Sexton, l'âme damnée du Dr Odell. Pour Steve Odell, les portraits robots faits par la police pourraient correspondre à Fred Sexton. Je pense qu'il y a une possibilité. J'ai écrit dans mon livre que la mère de James Ellroy aurait pu être tuée par un associé de George Odell. Et j'ai pensé à Fred Sexton, qui a été son complice dans certains des meurtres qu'il a commis. C'est quelque chose qu'il faudrait étudier de plus près. Mais je ne vais pas jusqu'au point d'affirmer que c'est lui qui l'a tué. Je pense que Fred Sexton est le tueur. Mais ce sera très difficile à prouver, c'est évident. Il est clair qu'il n'y a pas assez de preuves, à mon avis, pour dire que Fred Sexton était l'un des auteurs de ces différents meurtres. Je pense qu'il va être beaucoup plus difficile de trouver une solution à ce cas-là qu'à celui d'Elizabeth Short. J'ai lu le livre de M. Odell, et c'est vrai qu'il y a des informations cruciales concernant ces crimes. Depuis, je sais que d'autres révélations accusent encore plus son père comme étant le meurtrier d'Elizabeth Short. Je ne sais pas. Quand j'ai lu le livre, j'ai senti que son père pouvait être l'assassin, mais c'est possible également qu'il ne le soit pas. Ce n'est pas suffisamment précis. Je n'irai pas devant un tribunal avec les preuves qu'il nous montre dans le livre. De la même façon, je ne pense pas que Fred Sexton soit mêlé au meurtre de la mère de James Ellroy. Je ne pense pas. Comme James, je crois que sa mère est partie à un rendez-vous galant ce soir-là, et quel que soit l'homme avec qui elle était, ce dernier est devenu furieux contre sa mère. Il l'a puis l'a tuée. Je crois que ça a dû se passer comme ça. C'est ce que je pense, mais en même temps, je n'ai aucune preuve pour l'affirmer. Seul son statut légendaire a permis à l'affaire du Dahlia noir de ne pas être close après toutes ces années. Aujourd'hui, les tueurs fatiguent James Ellroy. Le rapport entre création et violence est une image fausse pour lui. L'esthétique du serial killer l'ennuie. Il l'avait dit,
Après Le Dahlia noir, Ma part d'ombre est le dernier bouquin que j'écris sur le crime à Los Angeles. Après avoir affronté sa mère et l'avoir retrouvée, il publie une trilogie sur l'Amérique. James Ellroy vient de refermer son côté noir, sa part d'ombre. Que penser de Steve Odell? Est-ce un flic à la retraite, s'improvisant écrivain? Un businessman suffisamment avisé pour embarquer le Los Angeles Times dans son aventure littéraire, lui permettant de vendre 450 000 livres? Ou est-ce un homme toujours à la recherche de ce père qu'il a abandonné enfant et s'offrant une psychanalyse publique? Ellroy, Odell, deux hommes fouillant le passé de leurs parents. L'un réhabilitera sa mère, l'autre découvrira un monstre. Le Dahlia noir, entre tragédie oedipienne et polar sanglant, dépasse en noirceur la plus terrifiante des fictions. Cette affaire, en devenant un mythe, a définitivement échappé au code qui sépare l'imaginaire de la réalité.